Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien avec ce beau soleil. On se retrouve dans cette vidéo, donc on va faire l'analyse de la semaine dernière de la Coupe d'Europe avec quand même 3 clubs français en demi-finale, donc c'est vraiment un bon bilan. Et on parlera du week-end à venir avec pas mal de matchs reportés. On aura un match le vendredi soir et 3 matchs le week-end. Je vois pas trop de surprises. Après, bon, c'est à chaque fois que je dis ça qu'il y en a le plus. Donc je vais pas trop m'engager, mais je pense qu'on va avoir du beau jeu. Et concernant notre petite rubrique sur les règles du rugby, après avoir découvert le terrain, on va parler de la composition des équipes. Je vous laisse avec ça et on se retrouve tout de suite. Se bate. Vous mettez un coup de poing. E l'équipe tagli alla vetta, usate. Alessandro avvise et joueur. Non, mais je vous assure non. Un match de rugby se déroule à 15 contre 15. Donc on distingue les avants, amicalement appelés les gros. Ils portent les numéros 1 à 8. Et les arrières, qui portent les numéros 9 à 15. Donc au niveau des avants, on a tout d'abord la première ligne, composée de 2 piliers et d'un talonneur. De base, les piliers sont généralement petits, en tout cas comparé à leurs coéquipiers, et plutôt gras. Leur rôle d'origine est de pousser en mêlée face aux piliers adverses et de soulever les sauteurs lors de touches. Ce sont vraiment des forces de la nature. À titre d'exemple, lors d'une mêlée, la première ligne peut encaisser des charges allant jusqu'à 800 kg. Donc vous avez intérêt à avoir les cervicales et les épaules bien échauffées. J'en connais certaines, notamment un surnommé le requin blanc, qui ont laissé 2 cervicales sur le terrain. Le talonneur, lui, est généralement plus vif et plus rapide. Il est encadré par les piliers donc dans les mêlées et doit talonner le ballon. Et lors des touches, c'est lui qui est en charge de lancer le ballon. Derrière eux, on trouve les deuxièmes lignes. Ils avoisinent en général les 2 mètres et ce sont les plus grands de l'équipe. Un de leurs prérequis pour entrer sur le pré, c'est de poser le cerveau au vestiaire. Ils mettent la tête là où beaucoup n'oseraient imaginer mettre un orteil. Et ce sont vraiment des travailleurs de l'ombre. Leur rôle de base est de pousser le plus fort possible en mêlée aux fesses de leur première ligne. Leur taille en fait des sauteurs privilégiés en touche. À titre d'information, ils sautent à environ 3,50 m du sol. Derrière eux, on trouve la troisième ligne. Donc on distingue les troisièmes lignes L, le 6 et le 7, et le troisième ligne centre. Donc les troisièmes lignes L, aussi appelées les flanqueurs ou les sécateurs. Ce sont des monstres au niveau du plaquage et au grattage du ballon, et sont vraiment très mobiles. Ce sont les bêtes noires des demi de mêlée, et il vaut mieux pas se trouver sur leur chemin. Le troisième ligne centre, quant à lui, en mêlée, pousse dans les fesses de la deuxième ligne, mais ça ne l'empêche pas d'être le cerveau du paquet d'avant. C'est un joueur complet, puissant, rapide, technique, et il doit aussi bien être capable d'éteindre le demi d'ouverture adverse en sortie de mêlée que de faire jouer les arrières. Les arrières justement, ce sont les joueurs qui ne sont pas impliqués directement dans les phases de touche ou de mêlée. Leur but est de fructifier les ballons durement gagnés par les avants. On les appelle aussi les 3/4. Ils sont en général plus élancés, plus véloces et moins lourds. Ils sont plus techniques et sont capables de faire de passes ou de taper au pied. On trouve 4 grands groupes d'arrière, donc les charnières, la charnière, les centres, les ailiers et l'arrière. La charnière, elle est composée du demi de mêlée et du demi d'ouverture. Donc le numéro 9 et le numéro 10. Ce sont les maîtres à jouer de l'équipe, les têtes pensantes qui organisent le jeu et fixent le rythme de la rencontre. Le numéro 9, le demi de mêlée, c'est en général le plus petit gabarit de l'équipe et le plus chiant sur le terrain. C'est lui qui récupère le ballon en sortie de mêlée, de touche et de regroupement dans 99% du temps. Il fait le lien entre les avants et les arrières et c'est grâce à lui aussi que les avants savent quoi faire sur un terrain. Son caractère et son gabarit en font la proie préférée des troisièmes lignes. Le numéro 10, lui, il dirige le jeu. C'est le maestro sur le terrain. C'est lui qui annonce les combinaisons, décide s'il faut écarter le ballon ou taper au pied. Il est au-dessus techniquement, que ce soit au pied ou à la main. C'est aussi souvent le plus beau de l'équipe, mais également le moins courageux. Et comme son compère, le numéro 9, c'est la cible privilégiée des troisièmes lignes. Niveau des centres, on retrouve le numéro 12 et le numéro 13. Ils occupent tous les deux le même poste, mais ont souvent 2 profils complémentaires afin de pouvoir être capables de défendre, mais également d'attaquer. Le premier centre, le numéro 12,
est donc porté sur la défense avec une force de plaquage et le deuxième, le numéro 13, est davantage porté sur l'attaque en ayant de bons appuis pour mettre à mal la défense adverse. Il combine technique, rapidité et puissance. Derrière eux, on trouve les ailiers, ou les trois carrels. Ce sont les numéros 11 et 14. Ils sont la dernière ligne d'attaque, généralement les plus rapides de l'équipe, et ce sont souvent des joueurs qui marquent le plus d'essais. Situés à chaque côté du terrain, ils n'ont pas souvent le ballon dans les mains, mais savent être présents pour finir les actions. Avec des profils parfois complètement différents, grands et robustes ou petits et vifs, ils doivent néanmoins remplir les mêmes tâches, à savoir éviter les adversaires en bout de ligne pour conclure les actions. Et enfin, le dernier, c'est l'arrière. Contrairement à beaucoup de postes du rugby, il évolue seul, au plus près des zones de son but. C'est un joueur complet, il représente la dernière ligne à franchir pour l'adversaire qui souhaite marquer. Il est un excellent défenseur qui sait contrôler toute la largeur du terrain, doté d'une très bonne technique de plaquage. À côté de cela, le numéro 15 doit être un bon relanceur lorsqu'il récupère le ballon envoyé au pied par le cas adverse. Son jeu au pied est aussi une force pour gagner du terrain, trouver des touches ou provoquer des duels sur des jeux au pied offensifs. Au niveau des remplaçants, donc, il y a 8 remplaçants maximum et il y a 3 types de remplacements. Les remplacements tactiques, les remplacements définitifs et les remplacements temporaires. Donc les remplacements tactiques d'abord. Donc un joueur peut être remplacé tactiquement par un autre joueur pour soit des raisons techniques, soit des raisons de sécurité, pour effectuer un protocole commotion notamment. Un joueur remplacé tactiquement pourra revenir en jeu dans certains cas. Pour remplacer un joueur blessé, quel que soit son poste, pour remplacer un joueur présentant une blessure qui saigne, ou pour remplacer un joueur qui semble commotionné et qui se soumet au protocole commotion. Au niveau des remplacements définitifs, donc le joueur remplacé ne peut pas revenir sur le terrain, on a le remplacement sur blessure et le remplacement après commotion si le joueur n'a pas répondu favorablement au protocole commotion. Et le dernier, c'est le remplacement temporaire, donc le joueur remplacé pourra revenir si ce joueur saigne. Il pourra revenir quand le saignement sera maîtrisé. S'il n'est pas revenu au bout de 15 minutes, il ne peut plus rentrer sur le terrain et le changement devient alors définitif. Et un deuxième remplacement temporaire, c'est le remplacement après commotion si le joueur est jugé apte à venir et à revenir en jeu. Se battre. Vous mettez un coup de poing. Et l'équipe est taillée à la bête, ça à terre. On a descendu arbitre et joueur. Non, mais je vous assure, non. Voilà, j'espère que cette présentation de l'équipe vous aura plu. Elle vous aura permis d'en connaître davantage sur le rugby. On se retrouvera la semaine prochaine, pareil pour cette petite rubrique, où on abordera un nouveau thème, je ne sais pas encore lequel, on verra bien, on a le temps. Et là on se retrouve de suite pour le bilan de la semaine dernière et l'analyse du week-end. L'analyse de la semaine dernière avec de la Coupe d'Europe, donc on commence avec un La Rochelle Sale, 45-21. Donc c'est tout simplement Sale, si vous ne savez pas, c'est l'équipe d'Afrique du Sud aussi, hein. Il y a beaucoup de Duplessis, il y a un petit neuf qui est pas trop mal, qui est pas encore connu, mais bon, La Rochelle était vraiment au-dessus, ça s'est dessiné en deuxième mi-temps. Et ça a été un bon match, donc vraiment du plaisir et on est content que La Rochelle passe en demi-finale. Par contre, ils vont avoir très forte affaire. L'autre match, c'était Exeter-Leinster. On sait qu'Exeter devant, ils sont énormes. Par contre, ils m'ont vraiment impressionné derrière la semaine dernière. Mais contre Leinster, qu'est-ce que vous voulez faire ? Les gars, ils lâchent jamais. Devant, c'est énorme. Derrière, n'en parlons pas. Franchement, je pense que ce match, il a impressionné tout le monde. Et La Rochelle, en demi-finale, elle va avoir forte affaire. Donc ça va être là aussi, je pense, un très haut match. Après, on a eu une purge et un match avec des conditions difficiles, un peu plus compliquées. Donc la purge, c'était Bordeaux-Racing. Le Racing, il a remarqué quasiment les trois quarts. Ça s'est dessiné à la 82e minute avec une pénalité de Jalibert de 55 mètres. Donc bon, tout le monde attendait que ça se finisse. Donc bravo aux Bordelais. Et ils retrouveront du coup le Stade Toulousain qui est allé s'imposer à Clermont dans des conditions très difficiles. Avec Clermont très pénalisé, plus de 17 pénalités il me semble, donc c'était très compliqué pour eux de rivaliser. Même si ça a été un match compliqué pour Toulouse et ça s'est décanté là aussi en deuxième mi-temps.
Donc au niveau des demi-finales, c'est La Rochelle qui recevra le Leinster. Ça va être très compliqué, mais on va avoir un très haut match. Et ce sera Bordeaux qui se déplacera au Stade Toulousain. Donc là aussi, ça va être un beau match. Il faudra que les deux équipes relèvent le niveau de jeu. Mais je pense qu'on va avoir de belles demi-finales. En ce qui concerne le week-end qui arrive, donc comme je l'ai dit, pas mal de matchs reportés à cause du Covid, bien sûr. On aura un match le vendredi soir et 3 matchs le samedi. Donc on commence le vendredi soir avec un Pau-Bayonne. Donc là, c'est un match très important pour la deuxième partie du classement. Bayonne, ils sont vraiment impressionnants. Ils ont gagné contre des gros les semaines passées. Pau, ils sont pas mauvais, mais ils n'arrivent pas à finir leur match. Donc moi, franchement, si je devais mettre un petit billet, ce serait la surprise de ce week-end pour moi. Ce serait Bayonne qui irait s'imposer à Pau. Voilà, il y a une belle cote, il y a quelque chose à faire à mon avis. Ça va être un match serré. L'enjeu va peut-être prendre le dessus sur la qualité de match, mais je pense que Bayonne a quelque chose à faire. Ensuite, on enchaîne Castres-Stade Toulousain. C'est toujours compliqué de jouer à Castres, hein. Gros match, le Stade Toulousain contre Castres, c'est très très compliqué. Ils reviennent après une victoire à Clermont, donc c'est pas mal. Après, on a des joueurs qui sont quand même en vacances, Bail, Marchand et Dupont qui sont mis au repos. Donc à mon avis, là, Castres, ils vont avoir les crocs, ils vont défendre leur terre et je vois une victoire de Castres. Clermont-Brive. Bon là, à mon avis, il n'y a pas de match. Clermont, ils vont vouloir se reprendre en top 14, sinon bon, ils n'auront plus rien. Brive, c'est compliqué. Même s'ils font du beau jeu, contre Clermont, je ne les vois pas gagner. Donc là, je vois une victoire de Clermont. Et La Rochelle-Lyon. Donc La Rochelle, pour moi, ils sont en ce moment vraiment dans une grande forme. Et je vois Lyon venir et s'incliner malheureusement dans un bon match. Mais voilà, La Rochelle qui reprend la première place au Stade Toulousain. Je le vois comme ça, on va voir comment ça se passe, j'espère que ça va bien se passer. Maintenant, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et surtout, soyez heureux les gars. Ciao.